j'attache beaucoup plus d'importance à l'œuvre qu'à l'être, ou à la création de l'artiste qu'à l'homme. Parce qu'en même temps, je place l'art très haut dans la mesure où c'est une façon de compenser l'inévitable et inéluctable entropie du vivant que l'on est. Mais on est un vivant appelé à bientôt ne plus l'être. Donc je suis totalement acquis à la pensée de l'antique qui dit que vivre, c'est apprendre à mourir. Par contre, créer, c'est rivaliser avec la création. Je ne dis pas avec le créateur parce que je n'aime pas tellement l'idée de personnaliser la création, mais qu'il y ait une création, que nous fassions partie d'un univers, c'est sûr. Et l'artiste est quelqu'un qui ajoute quelque chose à cet univers, parce qu'il crée comme le créateur, si on peut dire, il crée au départ de rien. Je veux dire, il crée au départ d'une idée. Dès lors, l'essentiel de ce qu'il y a à dire, je crois, sur un artiste, c'est ce qu'il a fait. Et en quoi ce qu'il a fait peut être perçu, éclairé, éventuellement synthétisé. Or, je me rends bien compte que dans le cas qui m'occupe, cette entreprise est particulièrement difficile. Parce que je ne suis spécialiste en rien, et que je suis touche à tout, et que je l'assume, et que ça a une tendance à brouiller l'image. Aujourd'hui, l'image est assez importante. Cette idée ne me dérange pas tellement, pour la raison que je viens de dire, c'est que je ne crois pas que l'homme soit important, ni la personne de l'artiste soit importante. Mais tant qu'à faire, puisque l'entreprise, c'est quand même d'essayer de saisir le concept Jacques de Decker, il faut savoir qu'on s'attaque à quelque chose de difficile, de beaucoup plus difficile que si on était devant un romancier qui ne serait que romancier, un homme de théâtre qui ne serait qu'homme de théâtre, un critique qui ne serait que critique, ce qui est très souvent le cas. Très souvent et de plus en plus souvent. Je trouve que on s'éloigne de plus en plus de l'idée de l'artiste à multiples facettes, qui était beaucoup plus présente par le passé. Je crois que c'est peut-être lié je sais pas moi, peut-être au taylorisme, à la spécialité, à la spécialisation, à la séparation des besognes et même à la parcellisation du travail. Je crois que ça a contaminé l'art aussi. Et il se trouve que non seulement je suis pluridisciplinaire dans ce que je pratique, mais en plus, dans un domaine comme celui de la critique par exemple, j'ai aussi été pluridisciplinaire, c'est-à-dire de faire de la critique littéraire, dramatique, un temps cinématographique. Et qu'à l'intérieur de ces différentes disciplines, on ne peut pas totalement me considérer comme étant particulièrement spécialiste, je sais pas moi, de telle période, ou plutôt moderniste ou plutôt conservateur, plutôt élitaire ou plutôt populaire, s'intéressant aux arts de masse ou aux arts d'élite. Tout ça ne s'applique, me semble-t-il, pas à moi. La chose qui est en train de me définir actuellement, et je n'en suis pas responsable, c'est le fait qu'il y ait aujourd'hui, dans le monde actuel, une guerre des cultures. Comme Solers parle de guerre du goût, je sais que je suis maintenant catalogué grossièrement dans quelques domaines que je me manifeste comme un tenant de ce qu'on appelle la culture cultivée, ce qui est une incroyable tautologie, mais c'est comme ça. La culture cultivée, c'est celle qui suppose de la part de celui qui la cultive une connaissance, une initiation.
et surtout une mémoire. Or, un des grands paradoxes de notre époque, c'est qu'on n'a jamais été aussi bien armé pour conserver tout et pour mémoriser tout, et on n'a jamais autant perdu la mémoire. Quand je me rends compte aujourd'hui qu'un tableau d'un peintre contemporain peut être vendu au centuple d'un tableau d'un maître du XVIIe siècle de même importance, je me dis, il se passe quelque chose d'étrange qu'il faudrait peut-être essayer de comprendre. Et une des premières explications que j'en donne, c'est l'amnésie. Or, là, il y a une ligne de force chez moi, c'est le refus de l'amnésie, de toute forme d'amnésie. Amnésie historique, amnésie culturelle, amnésie personnelle aussi. Le peu de temps que l'on peut passer à vivre, je crois qu'il est bon de le garder en mémoire, tout en sachant très bien qu'on n'y arrivera pas et que même si on fait un gros effort pour l'empêcher, on oublie sans cesse. Donc, c'est le petit correctif que j'apporterai à cette idée de ne pas être facile à cerner à cause de mon côté touche à tout. Je crois que la ville de Bruxelles est un formidable relais, elle est de plus en plus, puisqu'elle est maintenant devenue vraiment un lieu de rencontre capital dans l'équilibre international. Et pour ça, il faut qu'elle sache relayer tout, relayer un maximum d'apports, rediffuser, d'abord malaxer, essayer d'organiser un peu, et puis rediffuser dans le reste du monde. Oui, c'est un processus qui est celui de l'enseignement. Mais restons un instant sur cette notion de relais, parce que cette curiosité de tout, si on veut, s'accompagne aussi de la conscience qu'on n'arrivera pas d'abord ni à tout savoir, ni en plus à tout comprendre. C'est-à-dire que je me rends compte que dans le plaisir d'enseigner, il y a ce pari dont on est un peu l'illustration, sur la capacité qu'a le destinataire, c'est-à-dire appelons-le le disciple, de devenir maître à son tour et de faire avancer le savoir plus loin, le savoir ou n'importe quoi. Et parce que j'ai très très peur, je l'ai déjà dit, de la spécialisation. C'est-à-dire j'ai très peur de me trouver prisonnier d'un créneau, comme on dit, et d'être complètement envahi par l'obsession de l'exhaustivité. C'est ce qui crée chez moi d'ailleurs une très grande distance à l'égard du monde universitaire avec lequel j'ai flirté, mais auquel je n'ai jamais adhéré pleinement. Donc je pense d'abord que l'exhaustivité est un leurre. Donc autant ne pas la rechercher, mais se dire qu'à plusieurs on y arrivera peut-être. C'est encore une fois cette idée de collectivité. Et que orienter d'autres dans diverses directions et amener à ce qu'ils aillent plus loin et enrichissent davantage l'entreprise, pour moi l'enseignement c'est ça. C'est non pas imposer un savoir, c'est transmettre une part de savoir et un peu comme dans la parabole des talents, espérer que ça se multiplie. Et je pense que je suis un peu comme ça dans beaucoup de contextes. Toujours lié à cette espèce de scepticisme sur l'importance du sujet, en l'occurrence de moi-même. Mais je sais qu'au moment où je suis entré dans la vie professionnelle, des possibilités s'offraient parce qu'on était dans une période beaucoup plus faste qu'aujourd'hui. On était fin des années 60. Le monde s'ouvrait aux jeunes. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils
qui se sont révoltés. C'est que comme ils voyaient des possibilités, mais qu'il y avait encore des voies qui étaient bouchées, ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on ne les obtiendrait pas toutes ces possibilités. Le début de votre activité professionnelle, c'est 1967-68. 67, oui. J'ai commencé à donner cours le 1er décembre 67. Et je sais qu'à ce moment-là, j'aurais pu tout de suite opter vers me diriger vers l'enseignement universitaire de la littérature et devenir un mandarin assez tôt. Comme d'autres de ma génération à ce moment-là sont devenus mandarins assez tôt. Je voyais ce processus se dessiner et ça ne m'attirait pas tellement parce qu'il me semblait qu'à tout prendre, s'il fallait des mandarins, il n'y avait aucune raison qu'ils fussent aussi jeunes que ça. Pour moi, on peut se considérer comme mandarin quand on a fait toutes les guerres et qu'on n'a plus qu'à laisser un héritage. Je veux dire, une carrière universitaire, jadis, ça durait 10 ans. Maintenant, ça en dure 30 et c'est délirant. Parce que je vois des enseignants universitaires s'user sur pied avant l'âge. Donc, comme je voyais très bien que si j'étais allé dans ces directions-là, ce risque devenait patent, j'ai écarté ces hypothèses et je suis allé dans une école expérimentale qui venait de se créer à ce moment-là et qui était une école qui ouvrait à des métiers dont je savais aussi qu'ils allaient aller en se développant, des métiers d'avenir, donc l'interprétation et la traduction. Mais en même temps, je pense que la traduction, à laquelle je ne m'étais jamais adonné jusque-là, allait devenir aussi une activité personnelle importante par la synthèse entre ce travail pédagogique et un peu scientifique, parce que je me suis quand même pas mal intéressé à ce moment-là à la théorie de la traduction. J'ai organisé avec Claire Lejeune 2 grands colloques sur la traduction. Et je me souviens surtout d'avoir eu un très long entretien qui a d'ailleurs été publié dans les Cahiers du symbolisme, qui a été diffusé à la radio avec Georges Steiner, lorsque Georges Steiner a publié son ouvrage monumental de théorie de la traduction qui s'appelle Après Babel. Donc, l'exercice de l'enseignement de la traduction s'est accompagné à ce moment-là d'un travail de réflexion qui était contemporain des ébauches de réflexion dans ce genre et dans ces directions-là, qui n'étaient pas tellement nombreuses. Il y avait un livre de Georges Mounin sur la traduction, il y avait les travaux des Lardinois et autres qui s'occupaient de stylistique comparée. Il y avait Berman, Antoine Berman, dont on savait qu'il travaillait là-dessus, mais dont l'essentiel des textes ont finalement paru à titre posthume. Il y avait l'Admiral aussi, qui était un autre pionnier réel de la pensée sur la traduction. Donc, finalement, je me suis triplement félicité de ce choix. 1, parce que j'échappais au mandarinat. 2, parce que j'étais dans une discipline en plein essor et qui n'allait faire que se développer et dont j'ai pu voir vraiment les prémices se dessiner dans de bonnes conditions. Et 3, parce que ça allait me permettre de pratiquer moi-même la traduction, et une traduction très particulière, parce que je n'ai fait que celle-là en fait, la traduction de théâtre, avec un bagage disons, oui, théorique, disons-le, assez nourri. Et maintenant encore, je garde un peu en réserve, mais je ne le ferai jamais, un essai sur que j'ai appelé, dont j'ai le synopsis, et qui s'appelle Théâtre et transformation, où je me proposais, si j'avais jamais fait un doctorat, vous voyez que j'ai quand même un petit peu approché ce cursus-là,
C'est une thèse dont j'ai le synopsis qui porte sur les différentes formes de transformation littéraire dans le théâtre, parce que je voulais définir davantage la notion d'adaptation, qui est un peu utilisée à tour de bras et qui recouvre énormément de choses très différentes, que j'ai pratiquées d'ailleurs presque toutes, mais qui ne sont pas qu'on ne peut pas confondre. Enfin là, on entrerait trop dans le détail, mais oui, on aura aussi un chapitre sur l'adaptation théâtrale et sur la traduction que vous avez pratiquée. Mais puisqu'on était dans cette école, donc je précise que c'est l'école d'interprètes internationaux de Mons, dans laquelle en 67, effectivement, c'est une école qui est créée auprès de l'université de Mons, et le souvenir que je sais que vous y avez laissé chez certains de vos collègues lorsque vous avez, je vais utiliser le mot, vous avez débarqué dans cette école, c'est la capacité que vous avez, et je pense que c'est une caractéristique du portrait que l'on finira par faire, que vous avez occupé tout l'espace, et là où on ne vous attendait pas. C'est je pense, la théorie du faire par rapport au dire que l'on va faire, qui est, par exemple, lorsque vous arrivez à l'école d'interprète, vous vous dites, mettons en pratique la théorie de la traduction d'adaptation, mettons en scène ce qu'est la pratique de la langue dans l'exercice d'une traduction que les circonstances nous offrent, qui est l'anniversaire du 350e anniversaire de la mort de Molière. Et donc, en 1970, donc 3 ans après être arrivé à l'école d'interprète, vous vous lancez avec les étudiants et avec les différents responsables des départements linguistiques de l'école dans la mise en scène d'un spectacle que vous vendez bien, parce que vous êtes aussi un homme de marketing, en disant c'est une première mondiale. Donc à Mons, tout le monde était ébahi, en disant c'est la première mondiale d'un spectacle de Molière polyglotte. Sur scène, Molière est joué dans une autre langue que la langue d'origine, et en cabine d'interprétation, c'est le texte original qui est joué par des interprètes. Alors racontez-nous un peu comment, par cet exemple-là, par exemple, vous occupez l'espace pour faire plutôt que simplement pour être dans le rôle qu'on vous donne. Mais moi, je ne cherchais pas à occuper l'espace. J'avais déjà, à l'époque, donc en 70, j'étais un homme de théâtre débutant en même temps, puisque je fais du théâtre depuis 63, en fait, depuis l'âge de 18 ans, où j'ai fondé un théâtre avec un ami, Albert-André Lheureux. Et j'ai commencé par y jouer. C'était le théâtre de l'Esprit Frappeur. L'Esprit Frappeur. Et puis après, je suis devenu le plumitif de service. C'est-à-dire, je m'occupais de tout ce qui était de l'ordre du texte. C'est-à-dire, je rédigeais les programmes, je rédigeais les communiqués de presse. Je faisais aussi les relations publiques, les relations presse, toutes sortes de métiers qui étaient en train de naître à ce moment-là aussi. Et j'étais très impliqué dans la vie du théâtre. Et puis surtout depuis quelques années, depuis à peu près le même âge, j'ai été très proche d'un lieu que je considère pour moi totalement matriciel, et qui est le lieu que j'aime appeler quelquefois mes universités, c'est le Théâtre Poème. C'est-à-dire cette maison extraordinaire qu'a fondée Monique Dorcel et Émile Lanck sur base des jeunesses poétiques que j'avais déjà fréquentées. Et là, au Théâtre Poème, en 69, donc, Monique Dorcel me met au défi de faire une mise en scène. Les conditions de ce défi sont intéressantes. Le spectacle devait être réalisé par quelqu'un que je connaissais déjà, mais qui allait à ce moment-là quitter la Belgique pour aller vivre en France. C'est Henri Ronce. Et il avait lancé l'idée de faire une adaptation à la scène de Molly Bloom avec Monique Dorcel. Henri Ronce s'en va, ne fait plus le spectacle. Monique était assez désemparée. Et c'est Pierre Mertens qui dit à Monique, mais au fond, vois un peu avec Jacques s'il ne pourrait pas remplacer Henri. Et les circonstances de cette provocation, pour moi, ont été totalement essentielles, parce que je n'aurais jamais accepté cette commande si je n'avais pas été à ce moment-là frappé par un deuil
très important pour moi, qui était celui d'un ami metteur en scène qui était très en vue à l'époque, qui s'appelait Henri Chanal, et qui était quelqu'un qui a marqué une génération de gens de théâtre. Si vous prenez par exemple Frédéric Flamand, il vous parlera d'Henri Chanal avec une grande émotion. C'était un artiste hors du commun. Il était un petit peu comédien, mais il a très peu joué. Il était agronome de formation et il s'était passionné pour le théâtre. Et il a ouvert des voies dans le théâtre belge qui n'existaient pas jusque-là, mais qui allaient très fort se développer. C'était que d'une part, il s'était fortement intéressé au théâtre dit du corps à l'époque. Il était fort informé de ce qui se passait en particulier en Pologne. C'est avec lui que j'ai découvert Grotowski, par exemple. Il était très féru d'analyse dramaturgique poussée des textes dramatiques. Et par exemple, il avait monté une Bérénice, je crois, de Racine à la lumière du livre de Barthes sur Racine. C'est devenu par la suite une sorte de tarte à la crème et tout le monde a fait de la sémiologie théâtrale dans les années qui ont suivi, mais à l'époque, c'était tout à fait neuf. Et l'autre point, c'est qu'Henri Chanal partageait avec moi le sentiment qu'à l'époque, les auteurs de théâtre belges n'avaient pas la place qu'ils méritaient. Et il a eu un grand effet d'inspiration sur des auteurs, soit qui n'avaient jamais écrit pour le théâtre et qui ont débuté grâce à lui. Je songe à Lilian Wouters, dont il avait monté la première pièce de théâtre, et un autre auteur qui avait cessé d'écrire pour le théâtre parce qu'il était assez découragé, et qui s'y est remis sous l'instigation de Chanal, qui était Jean Sigrid. Donc ce personnage avait vraiment un impact formidable, et on était liés, on s'était rencontrés par l'intermédiaire de René Hénault. Et bon, il est mort en l'été 69, et dans un accident de voiture, et ça a été une catastrophe. Et je me souviens que le coup de téléphone de Monique Dorcel me demandant de prendre le relais pour le spectacle Molly Bloom m'est parvenu le lendemain ou le surlendemain de la mort de Chanal. Et que dans ma tête, je me suis dit très simplement, si Henri est mort, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Si elle me l'avait demandé avant la mort d'Henri, je ne me serais pas senti de taille à le faire. Mais le sentiment d'abandon était tel, le sentiment de vide était tel, que tout ce qui pouvait contribuer à un tant soit peu remplir ce vide allait de soi. Donc j'ai dit oui pour ça. Et donc j'avais monté ce spectacle Molly Bloom avec Monique, qui est une entreprise qui est restée dans les mémoires, que j'ai fait dans une grande part d'inconscience. J'avais 24 ans, je ne connaissais pas Joyce, mais j'ai conçu cette mise en scène dans une démarche qui était très originale sans le savoir. C'est-à-dire que je partais d'un texte qui n'était pas dramatique et j'avais l'impression qu'une mise en scène, ça devait être un concept spatio-temporel à 4 dimensions, donc le temps étant très important là-dedans. Et la mise en scène était à la fois très abstraite et très physique. C'est-à-dire qu'elle demandait beaucoup à Monique d'engagement physique. Et en même temps, elle s'inscrivait dans une géométrie très très rigoureuse. Et j'avais conçu, au terme de semaines d'hésitation, de panique quelquois, de doute absolu, une idée globale du spectacle, une sorte de Gesamtkunstwerk, j'emploie l'expression maintenant parce qu'elle est très wagnérienne,
où j'avais conçu à la fois décor, costume, éclairage, découpage du texte, enfin direction de jeu. Et bon, donc à ce moment-là, il y a une autre question que cette entreprise pose, qu'on a le droit de se demander. Lorsqu'en 63, je m'inscris à l'ULB en section germanique, l'INSA s'est ouverte depuis 1 an. Elle est fondée par un cinéaste qui allait devenir célèbre, qui est André Delvaux, et qui se trouvait être professeur dans le même Athénée, et dont je suivais avec assiduité le ciné-club qu'il organisait à l'Athénée. Pourquoi ne me suis-je pas inscrit à l'INSAS? Et à l'INSAS en section cinéma ou en section théâtre. Et alors qu'Albert André, lui, s'était inscrit en section théâtre de l'IAD, après avoir fait une première année de médecine. Je crois qu'il y a quand même en nous une espèce de troisième œil qui repère les voies, me semble-t-il. Et je devais sentir confusément que ma voix n'était pas pleinement le travail de plateau, mais d'être dans cette zone intermédiaire entre l'écritoire et le plateau. Pas vraiment l'écritoire et pas vraiment le plateau. Et que ça, je ne pourrais l'approfondir et le développer que si je perfectionnais ma connaissance des langues. Parce que j'avais aussi compris que le répertoire théâtral, c'était pas que le répertoire français. Et que il fallait au moins en savoir plus sur Shakespeare et sur Goethe. Et voilà. Donc, cette mise en scène, et je n'ai jamais fait d'autres mises en scène qu'au Théâtre Poème par la suite, sauf une qui était la mise en scène de ma première pièce. Et la mise en scène était quelque chose, je vais même avouer quelque chose comme ça, mais qu'il faudra peut-être pas retenir, mais qui fait partie aussi de ma réflexion. C'est que pour moi, je vais oser dire ça, c'est horrible de prétention. Pour moi, la mise en scène, c'est trop facile. En tout cas, la mise en scène théâtrale, c'est un plaisir absolu. C'est extrêmement agréable à faire pour moi. J'aime énormément le contact avec les acteurs. Quand je faisais ça et quand j'ai fait ça, je me compare plus à une autre discipline artistique que n'importe laquelle, c'est la sculpture. C'est-à-dire qu'on est avec des acteurs, on prépare, on travaille, on fait avancer une scène, et puis on se quitte, et puis on se retrouve le lendemain. Et tous les sculpteurs disent que quand ils travaillent la terre, et puis ils posent un linge mouillé sur la terre. Et ils reviennent le lendemain, et la tête a changé, parce que la terre a bougé. Le rapport entre la glaise et l'humidité ont fait que quelque chose a changé. Ça se passe toujours en répétition. C'est-à-dire l'acteur du lendemain n'est plus celui de la veille, parce qu'un travail s'est fait dans son rapport au personnage pendant la nuit et tout ça, et il a bougé tout seul. Et alors on découvre ça et puis on avance. Donc tout ça est merveilleux, terriblement. Et là, peut-être qu'il y a chez moi une forme de puritanisme qui est j'ai gardé des éléments de ça, alors que je sens que je suis paresseux aussi, mais que lorsque il me semble que dans le travail il doit y avoir une épreuve, il doit y avoir un obstacle à franchir. Alors, moi, je suis désarçonné par deux choses sur lesquelles on va peut-être revenir brièvement. On va commencer par la première, c'est ce que vous avez dit à propos d'Henri Chanal, en disant que s'il était mort, ça veut dire que n'importe qui pouvait faire cette mise en scène-là. Je suis un peu désarçonné par ça, parce que c'est un peu dévalorisant par rapport
tel que je le comprends, par rapport à ce qui aurait pu être compris comme étant voici une place que le hasard des événements et des circonstances de la vie laisse vacante pour quelqu'un qui peut s'en investir, plutôt que de dire de soi-même n'importe qui peut le faire. Est-ce que c'est une mauvaise interprétation? Parce que je ne connais pas Henri Chanal et je ne sais pas quel a été le lien entre vous et lui. Et il me semble qu'il a été très, très fort. C'est un lien amical entre quelqu'un qui avait 7 ou 8 ans de plus que moi et qui est surtout, pour moi, un initiateur. C'est un initiateur dans le théâtre et qui m'a permis, il a bien cadré les choses pour moi. Il avait les références, il avait les bonnes inquiétudes de l'époque. Et la façon, j'ai toujours approché le théâtre très sérieusement, même dans le genre drôle, je dirais particulièrement dans le genre drôle. J'ai un très grand respect du théâtre. Je trouve que c'est une des activités humaines les plus nobles. Et je crois que les acteurs sont des êtres merveilleux. Je connais peu d'exemples du contraire. Alors, on pourra réécouter la bande, mais ce que vous venez de dire maintenant pourrait être entendu comme étant exactement l'inverse de cet aveu qui vous est du mal de le dire, qui était que la mise en scène c'est trop facile. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que dans la mise en... Et là, ça rejoint un peu le côté travailleur ou sérieux que vous attribuez ou que vous voulez quand même préserver chez vous. C'est que j'ai le sentiment, pour vous avoir vu aussi en vrai avec des acteurs sur un plateau dans la poussière et l'odeur du bois du théâtre, j'ai l'impression que la mise en scène c'est aussi une forme de jubilation et de récompense après le travail de l'écritoire. Ah oui, ça sûrement, évidemment, bien entendu. Et je crois que les grands hommes de théâtre que nous vénérons sont des gens qui accompagnent le projet théâtral de l'écritoire justement jusqu'au lever de rideau. Et que ça va de soi que aussi bien Molière que Brecht et que tant d'autres ont été les auteurs complets de leur spectacle, ça c'est sûr. Mais là on y reviendra sans doute, c'est que lorsque on se sent bien en phase avec des pairs et avec des amis dans la profession, on peut se déléguer les choses mutuellement. Par exemple, mon travail avec Daniel Scaez, il est de cet ordre. Il est arrivé quelquefois qu'il monte des pièces parce que j'avais envie de travailler sur ces pièces-là en tant qu'auteur, adaptateur. Et alors il relayait ça au niveau de la mise en scène, mais tout ça se passait dans le même esprit. Mais l'inverse est aussi vrai. Par exemple, le spectacle qui se donne actuellement à Danse de mort, c'est pas du tout un projet à moi, c'est un projet de Daniel. Il m'a dit voilà, moi je veux un texte de toi pour ça. Tu vas me le faire, et je lui ai fait. Mais là je suis le délégué de Daniel. Je suis sa main qui n'écrit pas et j'écris à sa place. Donc Dieu merci, c'est un art collectif. Mais à l'intérieur de ça, c'est aussi un art tellement multidisciplinaire qu'on peut toucher à tout. Et là je dis souvent que le théâtre m'a appris énormément de choses dans la vie. Il m'a appris à bricoler, chose pour laquelle je ne suis pas particulièrement doué. Il m'a fait comprendre des principes élémentaires d'électricité, par exemple, qu'il faut quand même connaître. Et c'est peut-être un art qui convient à un prétendu paresseux dans la mesure où le paresseux en question n'est jamais seul. C'est un travail collectif. C'est une famille, comme disait Albert Camus. C'est une famille. C'est une famille. D'ailleurs, Camus a dit la plus belle chose sur le théâtre. Il a dit j'aime le théâtre parce que le théâtre est un endroit où je me sens heureux. C'est tout bête. Et je pense que c'est comme ça. Je veux dire, j'ai jamais vu vraiment des gens qui étaient malheureux dans le théâtre et qui persistaient à le faire. C'est pratiquement impensable. Il faut aimer ça. Parce que si on voit le théâtre du point de vue extérieur, c'est un art de contrainte terrible. D'abord, c'est une contrainte de mode de vie. On travaille le soir, on a ses nuits
qu'on doit déplacer, on ne vit pas au même rythme que les autres. On se met en danger tout le temps, on est exposé à la vindicte publique et critique sans arrêt. C'est pas un métier confortable du tout. Mais il est fait par des gens qui sont faits pour faire ça, c'est tout, et qui ne pourraient pas faire autre chose. Et ça a des incidences sur leur vie personnelle extrêmement fortes, évidemment, et plutôt dans le bon sens. Alors, mais on aura un chapitre entièrement consacré au théâtre sous tous ses aspects, l'adaptation, la traduction, la mise en scène, on revient à Bruxelles, comme ça je garde un fil. Pour venir à Molière Polyglotte. Parce que quand j'ai fait Molière Polyglotte, j'avais tout ça déjà comme expérience. L'esprit frappeur, le théâtre poème. Donc j'ai simplement adapté l'un à l'autre. Et je me suis dit, au fond, oui, on est ici dans un cadre où c'est pensable. Et en même temps, j'étais convaincu, sur le plan de la pédagogie, justement, qu'il y avait un moyen d'aider les étudiants à avoir une aisance plus grande dans la locution des langues étrangères, c'était le théâtre. Parce qu'ils ne devaient pas inventer leur texte, le texte était préexistant, donc ils n'avaient qu'à le prendre par cœur, et puis après porter toute l'attention sur la prononciation et la diction. C'était dans ce sens-là que c'était, à mon avis, très pédagogique. L'autre point, c'est que du point de vue de l'interprète en cabine, c'est qu'il n'avait pas non plus de problème de compréhension ni de traduction, puisque tout ça était prévisible, mais il était amené à se concentrer sur d'autres qualités que doit avoir l'interprète, c'est-à-dire, encore une fois, l'élocution, la diction, l'articulation, plus l'empathie pour l'interprète, c'est-à-dire de s'identifier au locuteur ou parfois carrément un orateur et s'identifier à l'orateur, devenir l'interprète de l'orateur, évidemment. Donc là, le travail avec le comédien et l'aspect comédien ou doubleur, si on veut, du travail de l'interprète était favorisé par ça. Ça ne m'aurait pas étonné qu'on ait introduit du coup ce type d'activité comme un des exercices de l'interprète. Ça n'a pas été le cas, mais enfin, bon, ça aurait pu. Et donc il y a quand même toujours la dimension pédagogique, même lorsque, et c'est le cas de Molière Polyglotte, la pédagogie était première même. Ah oui, le souci n'était pas du tout de faire une fête à l'école. Non, je n'aurais jamais lancé ça s'il n'y avait pas eu une justification pédagogique derrière. D'ailleurs, lorsque j'étais à l'école d'interprète de Mons, j'ai tenté de faire évoluer l'école, notamment avec un plan que j'avais élaboré de création d'une section de journalisme. Parce que je m'étais rendu compte que dans les sections journalistiques qui se créaient à ce moment-là aussi dans les universités, il y avait de très graves lacunes dans le contact avec la presse étrangère, et en particulier en Belgique. Et je dirais même aujourd'hui avec assez d'insistance qu'il est évident que si on avait créé cette section à Mons avec un département avec une grande part d'attention à la presse étrangère, on l'aurait d'abord fait porter sur la presse belge de langue néerlandaise. Et peut-être qu'on aurait évité certains déboires qu'on connaît aujourd'hui. Je reviens maintenant à Bruxelles. Bruxelles confronte les cultures, les ethnies, les curiosités et les époques. Et la fin de la phrase, où je ne vous retrouvais pas au début de l'entretien, mais où je vous retrouve maintenant, c'est donc Bruxelles confronte les cultures, les ethnies, les curiosités et les époques dans une espèce de propension naturelle à la complexité. Oui, la propension naturelle à la complexité. La complexité, pour moi, est une valeur déterminante, j'allais dire prioritaire. Je pense que la simplification est toujours dangereuse. La simplification excessive encore plus. Le propre de la Belgique et de Bruxelles, pour moi, c'est justement de se trouver dans cette complexité et de forcer à l'admission de la complexité. Ça nous oblige évidemment peut-être à anticiper sur la question belge. Pendant longtemps, j'ai cru que ce pays était un pays extrêmement complexe, mais qui pâtissait du fait qu'il y avait trop peu de personnes capables d'assumer cette complexité.
du temps justement on n'avait pas essayé de le diviser et de simplifier les identités de ces citoyens. Maintenant, on a simplifié certaines choses tout en les complexifiant de l'autre côté aussi. On a amené l'observateur attentif à un défi de compréhension énorme et dont on a vu d'ailleurs l'incroyable développement pendant ces derniers mois dans la presse du Nord comme du Sud. Mais en même temps, ça ne débouche pas sur grand-chose. Ce qu'il aurait fallu, c'est que chaque citoyen de la Belgique assume pour lui-même la complexité, qu'on ne lui simplifie pas la vie, qu'on ne lui dise pas « non, vous n'êtes pas belge, vous êtes flamand, et vous êtes wallon, et vous êtes bruxellois ». Mais non, tous sont des métis, tous sont des inequeux, tous sont des sans-mêlés. Pas seulement ceux qui l'avouent pleinement comme moi, et qui n'admettront jamais. Quand je pense qu'aujourd'hui, dans la presse flamande, une fois sur deux, on me désigne comme Waalse schrijver. Ce qui me fait évidemment sourire d'un côté. Waalse schrijver qui veut dire écrivain wallon. Écrivain wallon, ça me navre complètement, puisque c'est une contre-vérité. Donc c'est qu'on pratique systématiquement une espèce de catégorisation abusive. Et pas du tout appliqué à la complexité. Donc on n'a rien prévu pour la complexité. Alors que de proche en proche, on pourrait dire que tous les citoyens de ce pays sont touchés par cette complexité. Donc il fallait jouer la carte de la complexité et pas de la simplification. La simplification mène à une vision courte, étriquée et très souvent évidemment revancharde de l'individu et par conséquent aussi très vite à des affrontements. Sur Bruxelles, comme miroir de votre personnalité, la confrontation des cultures, des ethnies, des curiosités et des époques. Je pense que dans ces 4 mots, on retrouve une partie de ce que vous avez déjà évoqué, notamment dans le préambule, qui est l'amnésie à éviter à tout prix. Bruxelles est aussi une confrontation des époques. Ah oui, oui. C'est vrai que Bruxelles porte des traces de toute son histoire. Elles sont parfois très modestes, mais enfin, ce millénaire d'existence, il est à portée des yeux. Mais en particulier, évidemment, à partir du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, on trouve des vestiges de tout ça. C'est la grande différence entre une ville européenne et une ville américaine, par exemple. Mais c'est aussi particulièrement plus vrai de Bruxelles que d'autres villes importantes d'Europe. Parce qu'elle a appartenu de plein pied à des ensembles politiques très différents. Elle bénéficie du fait qu'elle n'a pas existé depuis tellement longtemps, la Belgique. Donc il y a tout un aspect autrichien de Bruxelles, un aspect français de Bruxelles, un aspect espagnol de Bruxelles. Enfin, si vous trouvez rue de la Régence, c'est quand même incroyable d'avoir derrière soi un palais de justice de la grande époque léopoldienne, de passer au large d'un musée d'art ancien qui est une pure création napoléonienne, d'arriver à la place Royale qui est une place d'architecture autrichienne, et au milieu un monument qui évoque les croisades. Qui fait mieux, qui dit mieux. Mais évidemment, c'est qu'il fallait, c'était accompagner tout ça. Et encore une fois, si la mémoire avait prévalu, comme elle a longtemps prévalu, quand on lit des livres qui ont été publiés au fur et à mesure de l'histoire de Belgique sur le pays, il y a eu des livres jusqu'en 1930 pour le centenaire, des livres 1880 pour le cinquantenaire, le fameux livre de Lemonnier, et puis il y a encore eu des choses vers 80 pour le 150e, et puis ça s'est peu à peu asséché, appauvri, au profit alors d'une tentative plus facile au nord du pays qu'au sud, d'affichage d'une identité claire, simple, encore une fois. La transmission du savoir, et en particulier de ce qu'on appelle la culture dans le savoir, encore que pour moi la culture, ça englobe tout, la science, les techniques, enfin. Mais bon, grosso modo, disons les arts et lettres,
ça passe d'abord par la saveur. C'est la fameuse définition de Barthes qui disait qu'il faut se souhaiter pas de pouvoir, beaucoup de savoir, non, pas de pouvoir, un peu de savoir et beaucoup de saveur. Et c'est vrai. Et c'est une des erreurs que commettent notamment les responsables de la communauté flamande en imposant l'usage du néerlandais de manière absolument légiférée et autoritaire, alors qu'une langue ne s'impose que par le plaisir. Et qu'ils n'ont pas développé assez les supports agréables de la langue. Ce qu'ont fait magistralement les grandes langues qui se sont répandues dans le monde. Frank Sinatra a fait beaucoup plus pour la connaissance de l'anglais dans le monde que n'importe quel président des États-Unis. Enfin, ça va de soi. Et Charles Trenet, Julien Clerc ont beaucoup plus fait pour la dimension francophone au sens large du français que quelques règlements que ce soit. Enfin, donc cette règle de la dimension de l'agrément, du divertissement dans le rapport au savoir et à la culture me paraît fondamentale. Mais tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a des phrases de Voltaire comme de Brecht là-dessus qui disent exactement pareil.